Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture que je vous avais proposé de faire en octobre l'année dernière, il me semble. Donc il est temps quand même que je vous la tourne, sachant que vous aviez répondu très largement favorablement quand je vous avais posé la question de savoir si ça vous intéressait. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les livres que j'ai énormément aimés ces dernières années. Je suis remontée à 3-4 ans on va dire, parce que si je remonte 10 ans en arrière, je vais me retrouver avec 50 bouquins à vous présenter et on va en avoir pour à peu près 6 heures. Hein. Donc j'ai essayé de contenir un petit peu la pile. J'en ai quand même 18, j'ai ma petite liste qui est ici. J'ai pas fait de classement particulier si je puis dire. Je vais peut-être vous faire un petit top 3 à la fin, mais bon, d'une manière générale je vais vous présenter les livres comme ça. J'ai essayé de les regrouper quand même un petit peu par catégorie, mais voilà, il n'y a rien de très fixe si je puis dire. Je vais commencer par vous parler des livres feel good, ce genre de livres qui se lit vraiment très bien, très facilement, qui met la pêche. Moi ce sont des livres que j'apprécie beaucoup lire, en particulier en été, parce que c'est voilà, c'est très léger, ça finit toujours très bien et ça met le sourire. Je vois beaucoup de personnes dénigrer, si je puis dire, ce type de livre par rapport, j'entends, aux grands classiques. Je comprends pas vraiment pourquoi, en fait. Déjà d'une, chacun ses goûts, et puis on peut autant aimer les grands classiques avec de très belles plumes derrière que des petits livres feel good avec une happy end inévitable. L'un n'exclut pas l'autre à mon sens. D'abord j'avais envie de vous parler des romans de Virginie Grimaldi. Donc moi j'en ai lu 2, mais elle en a écrit plusieurs. J'ai lu Tu comprendras quand tu seras plus grande et Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Alors Virginie Grimaldi, comment vous dire, c'est un peu beaucoup cœur avec les doigts, hein. Je la suivais à l'époque de son blog, donc il y a plusieurs années déjà, et j'ai toujours aimé son humour, comment elle raconte les choses, le fait qu'elle trouve systématiquement les mots justes. C'est une personne que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve qu'elle a un talent fou pour raconter les choses. Je suis évidemment du coup ravie de la retrouver dans des livres aujourd'hui, puisqu'elle n'écrit plus sur son blog. Tu comprendras quand tu seras plus grande, c'est l'histoire de Julia qui, après quelques épreuves difficiles on va dire, décide de quitter Paris et d'accepter un poste de psychologue dans une maison de retraite à Biarritz. Elle n'a pas d'affinité particulière avec les personnes âgées et elle est un peu persuadée qu'elle n'a pas forcément droit au bonheur. Et c'est une expérience qui va complètement chambouler sa vie. J'ai énormément aimé ce livre, j'ai beaucoup ri. Encore une fois, l'humour de Virginie Grimaldi c'est quelque chose. J'y suis très réceptive personnellement, mais j'ai aussi pas mal pleuré. La relation qu'elle va nouer avec les résidents est énormément touchante. Vraiment, Julia est quelqu'un aussi de très attachant. Bref, voilà, c'est vraiment une petite pépite. Et dans celui-ci que j'ai lu plus récemment, qui est donc Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, c'est Pauline qui se retrouve seule avec son petit garçon de 4 ans après que son mari l'ait quittée. Pour elle, c'est une décision qui est incompréhensible, inconcevable même, et elle va décider du coup de lui écrire chaque jour, quotidiennement, une lettre qui raconte un souvenir commun ensemble. Alors là, autant vous dire que j'ai un peu ri, mais j'ai surtout beaucoup pleuré. À la fin, Virginie Grimaldi nous dit que c'est l'un des romans les plus personnels qu'elle ait pu écrire, et on comprend un petit peu pourquoi si on la suivait à l'époque de son blog. Je trouve que c'est un roman qui est cette fois un petit peu plus teinté roman à message, une dimension que j'ai pas du tout, que je n'ai pas trouvée dans celui-ci. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Il y a vraiment tout un enseignement, je trouve, autour du deuil que j'ai ressorti personnellement de ce livre et qui m'a aidée, si je puis dire, en tout cas qui m'a fait comprendre que l'un de mes deuils n'était pas complètement terminé. Bref, si vous ne connaissez pas Virginie Grimaldi, je ne peux que vous conseiller chaudement ses romans, parce que, encore une fois, elle trouve toujours les mots justes en fait, soit pour vous faire rire, soit pour vous faire pleurer, pour vous attendrir, pour vous émotionner d'une manière générale. Voilà,
j'aime cette personne, je ne sais pas comment vous le dire autrement. En plein dans la mouvance feel good, je ne pouvais pas ne pas vous parler de La Petite Boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Je vous dis en plein dans la mouvance feel good parce que là on a tout, hein. On a du drama, des bons sentiments, un petit peu trop même, des personnages un petit peu stéréotypés, la happy end inévitable. On a le package total, mais c'est une lecture qui fait du bien, c'est léger, c'est frais. Je me souviens que j'ai vraiment passé un très très bon moment avec ce livre. Pour l'histoire, c'est Polly qui, après l'échec de son mariage et la faillite de son entreprise, décide d'aller s'installer dans un petit port tranquille d'une île des Cornouailles, et elle est installée au-dessus d'une boutique laissée à l'abandon, et elle va s'adonner à l'une de ses passions qui est faire du pain. Les personnages sont extrêmement attachants. Il y a aussi Neil, le fameux personnage à plumes, hein, qui n'est pas humain, qui est ici, voilà, qui a fait fondre mon petit cœur parce que, bon, bah, de toute façon, moi, à chaque fois qu'il y a des animaux un peu mignons, c'est bon, je suis partante. Et finalement, j'ai trouvé que sous ces airs de roman très feel good, très léger comme ça, et sans grande prétention, si je puis dire, il y a presque une petite dimension roman à message. Moi je l'ai vraiment vécu comme ça en fait, le fait de vraiment vivre l'instant présent, de vivre un petit peu plus près de la nature, plus simplement, etc. Je trouve que ça ressort beaucoup de ce bouquin, donc je ne peux que vous le conseiller si vous cherchez une lecture vraiment légère. Je vous conseillerais de vous arrêter à celui-ci, puisqu'il y a une suite. Moi j'ai lu une saison à La Petite Boulangerie, et il y a aussi un troisième que je n'ai pas lu personnellement qui s'appelle, il me semble, un Noël à la Petite Boulangerie, quelque chose comme ça. Alors pour ce dernier je pourrais pas dire, mais en tout cas pour le deuxième j'ai beaucoup moins accroché. Je trouve que l'histoire a complètement perdu de sa fraîcheur, donc si jamais vous vous laissez tenter, arrêtez-vous peut-être à celui-ci. Un autre livre qui je trouve mêle encore une fois un gros côté feel good avec une petite pointe de roman à message, c'est Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman. Au niveau de l'histoire, c'est Brett, j'ai oublié son nom, Brett Bollinger, je ne sais pas, qui découvre à la mort de sa mère qu'elle ne va pas tout de suite hériter de l'empire familial, qui est une industrie, une entreprise cosmétique, il me semble. Oui, c'est ça. Puisque elle hérite en fait d'un papier, d'une liste qu'elle avait rédigée lorsqu'elle avait 14 ans, et cette liste contient des choses, des objectifs qu'elle s'était fixés, du genre acheter un cheval, devenir enseignante, et pour toucher entre guillemets sa part de l'héritage, elle devra d'abord accomplir toutes les choses qui sont présentes sur cette liste. Donc on est clairement dans le feel good parce que y a beaucoup d'émotions, il y a un petit peu d'humour, ça finit forcément bien, mais il y a aussi quand même des messages assez forts quand même en toile de fond, je trouve. En fait je trouve que c'est un livre qui nous amène vraiment à revoir le sens des priorités à donner à notre vie, à prendre notre destin un peu en main et à s'extirper d'un éventuel carcan, qu'il soit familial ou sociétal. C'est clairement un petit bijou d'optimisme. Il a fait pas mal de bruit lorsqu'il est sorti à cause de ça, et je me rejoins vraiment du côté de ces critiques dithyrambiques, parce que j'ai vraiment passé un bon moment avec cette lecture. J'avais aussi très envie de vous parler de Complètement cramé de Gilles Le Gardinier. C'est un auteur que vous connaissez probablement puisqu'il a écrit pas mal de livres. Moi j'en ai lu 2 de lui, celui-ci et Demain j'arrête. Donc Demain j'arrête, je ne vous l'ai pas mis dans cette sélection, même si j'ai passé un bon moment, mais j'avais vraiment envie de vous présenter Complètement cramé parce que c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée. Au niveau de l'histoire, c'est Andrew Blake qui est un chef d'entreprise d'une 60aine d'années qui un jour va décider de tout plaquer parce qu'il est fatigué du monde dans lequel il vit, surtout depuis qu'il a perdu sa femme Diane qui est décédée, d'autant que sa fille habite à des milliers de kilomètres de lui, et il va décider de se faire embaucher en tant que majordome dans un domaine en France, le domaine de Beauvilliers, et c'est une nouvelle vie qui va lui révéler quelques surprises, ma foi. C'est vraiment un personnage qui est extrêmement attachant, qui est très doux, très tendre, et qui a un don certain pour rapprocher les gens. Vraiment c'est un personnage qu'on a clairement envie de connaître dans la vraie vie. Jerry, j'ai aussi pas mal pleuré, notamment à l'épisode de Jerry le kangourou. Si vous avez lu ce livre,
vous savez qui est Jerry. Comme dans la plupart de mes vidéos, nous avons été coupés pendant plusieurs heures. J'ai fait une pause déjeuner, même si vous, avec la magie du montage, vous ne vous en rendez pas compte. Je poursuis donc avec 2 livres de Fanny Flagg, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Il y a quelques années, j'ai lu Miss Alabama et ses petits secrets, et un petit peu plus tard, Baignée de tomates vertes, et ça a été vraiment 2 très chouettes lectures. Pour Miss Alabama et ses petits secrets, c'est l'histoire de Maggie, qui est une ex-Miss Alabama, comme le titre du livre l'indique, d'une 60aine d'années qui a décidé qu'elle avait fait le tour de sa vie et qu'elle voulait y mettre fin. Grosso modo, elle n'a plus tellement le goût de vivre depuis que Hazel, son ancienne directrice, est décédée. Et du coup, elle va organiser sa disparition, si on peut dire, dans les moindres détails. Sauf que l'une de ses collègues, Brenda, va l'inviter à un spectacle, ce qui va l'obliger à repousser l'échéance de quelques jours. Et en quelques jours, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. J'ai vraiment passé un super bon moment avec ce livre qui est bourré de tendresse et de nostalgie. Finalement, je trouve que l'histoire tourne beaucoup autour de Hazel plutôt que Maggie. Surtout la première partie du livre, et c'est vraiment un personnage qui n'est plus, hein, qui est décédé, mais qui a toute sa place en fait dans l'histoire, et ça la rend hyper attendrissante. Il y a aussi un petit peu de suspense, même si la deuxième partie du livre m'a un petit peu moins enthousiasmée, on va dire. J'avais quand même envie de vous le présenter parce que j'en ai quand même un très bon souvenir. Et pour le deuxième, Baignée de tomates vertes, c'est l'histoire d'Evelyn, dont la vie n'est pas hyper excitante, hein, qui approche de la cinquantaine, pas franchement dans la joie et dans la bonne humeur, et qui va rencontrer Nini, qui est une fringante octogénaire qui est quant à elle bien dynamique et bien bavarde, et qui réside en fait dans la maison de retraite, enfin dans la même maison de retraite que la belle-mère d'Evelyn. J'espère que tout le monde suit. À chacune des visites d'Evelyn, Nini va lui raconter plein d'histoires qui se sont passées à Whistle Stop, qui est une petite ville de l'Alabama dans laquelle elle a passé sa vie. Donc on va rencontrer par le biais de ces histoires plein de personnages qu'elle a eu l'occasion de côtoyer. C'est une histoire qui est hyper tendre, hyper touchante et hyper nostalgique évidemment. Alors autant on était dans la nostalgie avec Miss Alabama et ses petits secrets, autant là c'est la même chose mais puissance 1000. On aurait pu être un petit peu dérouté entre guillemets par l'écriture, puisqu'on a à la fois une alternance d'époque entre le présent, ce qui se passe à la maison de retraite pour Evelyn, et le passé quand Nini raconte ses histoires, et en même temps une alternance de narrateurs lorsque Nini raconte les événements qui se passent à Whistle Stop, puisque on change systématiquement de point de vue. En fait, parfois on a un narrateur externe, parfois on a la gazette de Wims, mais en fait l'écriture de Fanny Flagg est tellement fluide que ça coule tout seul. En fait, ça se lit vraiment hyper bien. Les personnages sont tous extrêmement attachants. Opal la coiffeuse, Big George, Sipsey et ses bons petits plats, et Iggy évidemment, Iggy, ou Iggy d'ailleurs, je ne sais pas comment on est censé le prononcer. Bref, ça doit vous dire quelque chose si vous avez déjà lu ce livre. Il y a aussi en toile de fond des sujets assez compliqués et assez graves, le racisme, les violences faites aux femmes. Si vous êtes comme moi un petit peu team Madeleine, prévoyez quelques mouchoirs pour la fin, hein. Voilà, je vous glisse un petit conseil comme ça. Ensuite, j'avais envie de vous parler de La Baie des baleines de Jojo Moyes, qui est un roman teinté, on va dire, d'une dimension un peu écologique, puisqu'on a dedans en toile de fond un plaidoyer pour la sauvegarde des baleines et autres cétacés. C'est vraiment en toile de fond, hein. Donc ne l'achetez pas que pour ça, parce que vous risqueriez d'être déçus. Grosso modo, on va dire que la dimension écologique c'est 15%, et à 85% c'est de la romance, donc ne vous y trompez pas. Au niveau de l'histoire, c'est Lisa qui, après avoir vécu des moments pas super cool dans sa vie, part se réfugier entre guillemets à Silver Bay en Australie avec sa fille Anna, et elle y rejoint sur place sa tante Kathleen qui est propriétaire d'un petit hôtel. Sauf que les choses se gâtent quand un Britannique, Mike, va arriver puisqu'il est chargé de faire aboutir un projet immobilier qui va un peu à contre-courant des efforts que met en place Lisa pour essayer de se reconstruire. Alors c'est un petit peu mièvre, il y a un petit peu trop de bons sentiments parfois, mais moi je sais que je l'avais lu un été
et ça m'avait bien plu, c'est tout ce que je recherchais. C'est léger, c'est doux et ça fait du bien tout simplement. On a aussi une alternance de narrateurs dans ce livre et je sais que c'est quelque chose que j'apprécie de mon côté parce que on a l'impression un peu d'être le confident ou la confidente de chacun. Ça confère une dimension un peu intimiste à l'écriture et voilà, j'aime beaucoup. Autre livre avec lequel j'avais passé un très bon moment il y a quelques années, le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaeffer et Annie Burroughs. Je crois qu'il a eu plutôt bonne presse, hein. On en a entendu pas mal parler quand il est sorti. C'est un roman épistolaire, donc sous forme de lettres. Je suis pas hyper friande de ce format d'écriture habituellement, mais là c'est vrai que je suis passée complètement outre parce que j'ai été littéralement happée par l'histoire. Au niveau de l'histoire justement, on a une correspondance qui va se faire entre Juliette Ashton qui est une jeune écrivaine et Dowsey Adams qui habite sur l'île de Guernesey, puisque ce dernier, il me semble, va récupérer un livre qui appartenait à Juliette il y a quelques années et dont elle s'est séparée. Donc ils vont commencer à s'écrire de cette façon et au fur et à mesure des lettres, Juliette va apprendre plein de choses sur les habitants de Guernesey sous l'occupation et va apprendre l'existence d'un fameux club de lecture qui s'appelle donc le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Elle va même décider de se rendre sur l'île de Guernesey pour rencontrer toutes ces personnes avec qui elle communique jusqu'ici uniquement par lettres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages qui prennent la parole dans ce livre et ils sont assez différents. Il y a des personnages qui sont très fantasques, d'autres très timides, d'autres extrêmement touchants. Donc on peut être un petit peu perdu, mais en fait pas tant que ça. Enfin, je trouve que ça va parce que l'écriture est quand même assez fluide et dans tous les cas c'est un roman qui est très tendre, très riche en émotions. On a vraiment beaucoup de détails sur la vie des Iliens, des habitants de Guernesey sous l'occupation et j'ai trouvé ça hyper touchant, hyper intéressant aussi, puisque l'auteur nous montre vraiment l'autre aspect de l'occupation du côté allemand donc, parce que y a des Allemands qui n'avaient pas forcément choisi d'être là non plus. Dans un tout autre genre maintenant, l'agence numéro 1 des dames détectives d'Alexander McCall Smith avec sa jolie couverture. Je crois que je vous en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo assez récemment, quand je vous ai présenté des livres qui font voyager un peu, il me semble. Au niveau de l'histoire, c'est assez simple. Mara Motswe vient de divorcer d'un mari musicien un petit peu trop porté sur la bouteille, on va dire, et elle a perdu son papa, donc grâce à l'héritage, elle va ouvrir une agence de détectives, la première agence de dames détectives à Gaborone, la capitale du Botswana, et elle va commencer à résoudre des petites enquêtes ici et là grâce à l'aide de son assistante. C'est pas tant pour le côté policier, entre guillemets, enquête que je vous le conseille parce que ce ne sont pas des enquêtes d'une très grande envergure, même si c'est suffisamment bien ficelé pour qu'on ait envie de savoir la fin, l'issue, mais c'est plutôt pour tout le cadre en fait, pour tout le folklore. L'auteur dresse un tableau de l'Afrique absolument incroyable en toile de fond en fait, tout ce qui sert de cadre aux enquêtes. J'ai rarement vu des descriptions qui m'ont embarqué autant. On a toute une ambiance qui est ultra dépaysante, tout un folklore avec les coutumes, les vêtements, etc. Enfin, c'est vraiment très bien écrit, je trouve. Mara Motswe est un personnage que j'adore personnellement. Elle a un petit côté féministe qui me plaît bien. On comprend pourquoi en même temps, vu son ancien mari, voilà. Et puis on a aussi quelques petites piques de temps en temps envers le mode de vie occidental qui je trouve ont le mérite de nous remettre un petit peu à notre place. Je sais qu'il y a beaucoup d'enquêtes. Là il y a les 3 premières dans ce format chez les éditions 10-18, mais il y en a vraiment plein d'autres. J'aimerais bien lire les autres, mais quand je vois la taille de ma pile à lire, je vais encore attendre un peu. Encore un livre qui fait voyager et encore un livre dont je vous ai déjà parlé, Wild de Cheryl Strayed. On est sur une histoire bien poignante, bien émotionnante. Ce n'est pas très français, mais encore une fois, si vous êtes Team Madeleine, il faudra prévoir les mouchoirs, concrètement. Donc c'est l'histoire de Cheryl qui est complètement paumée en fait dans sa vie suite au décès de sa mère avec qui elle avait une relation très fusionnelle. Elle n'arrive plus du tout à refaire surface en fait, elle enchaîne les coups d'un soir,
elle divorce de son mari qu'elle aime pourtant profondément, elle va tomber dans la drogue, etc. Et un jour elle va se rendre compte du chaos qu'est sa vie et va décider de se lancer sur le Pacific Crest Trail, le PCT, qui est un très très long chemin de randonnée de plus de 1700 km il me semble sur les crêtes du Pacifique. Donc on va la suivre dans toute cette marche qui se fait un peu rédemption finalement dans tout ce parcours. C'est un livre qui est à la fois très dur et très émouvant. Clairement quand Cheryl se remémore pendant sa marche les moments passés avec sa mère, la puissance aussi de l'amour qui les liait toutes les deux, c'est très touchant forcément, mais c'est aussi un livre qui est très beau. Plusieurs fois je me suis vue chercher sur internet les lieux par lesquels passait Cheryl parce que les descriptions me donnaient extrêmement envie de voir un peu à quoi ces paysages ressemblaient. J'ai vu le film il y a quelques mois, depuis le temps que je devais le voir. J'ai bien aimé, mais si je devais n'en garder qu'un, ce serait clairement le livre. En début de vidéo, je vous ai dit que je vous ferais un petit top 3 sur la fin. Le livre que je vais vous présenter maintenant en fera clairement partie et je pense que ce sera le king, hein. Genre au-dessus c'est le soleil. Léon et Louise d'Alex Capu. Le jour des obsèques de Léon, le grand-père, toute la famille est là réunie et attend le prêtre. Va entrer dans l'église une petite dame qui va déposer un dernier baiser sur le front de Léon et va actionner une vieille sonnette de vélo avec un petit sourire malicieux. C'est comme ça que la famille va découvrir Louise, qui est donc cette petite dame qui est en fait le grand amour de Léon, le grand-père. C'est un livre qui mêle roman et véritable morceau de vie du grand-père d'Alex Capu. Et c'est l'histoire d'un amour hors du temps. Le genre d'amour tellement intense qu'il ne disparaît jamais en fait. Léon et Louise se sont perdus de vue, se sont retrouvés, puis finalement se sont quittés, mais n'ont jamais cessé de s'aimer. Et tout ça sur fond de guerre en fait, en toile de fond. On a évidemment toute la guerre, toutes ses conséquences sur la vie des gens. C'est un excellent livre que je ne peux que vous conseiller, vraiment. Autant avec les romans feel good dont je vous ai parlé tout à l'heure, on est la plupart du temps sur des romances, mais sans dire que c'est pas sincère, on va dire que c'est très léger, c'est pas forcément super profond. Là, on est sur un autre niveau, hein. Dans un tout autre registre maintenant, Le parfum d'Adam de Jean-Christophe Ruffin. Là on met les deux pieds dans l'écologie radicale. C'est pas du tout un sujet avec lequel j'étais familière avant cette lecture. Et ça vous met dans le bain, hein. Concrètement Jean-Christophe Ruffin maîtrise très bien ce sujet. Et du coup c'est très agréable au niveau de la lecture, très explicite. Parfois même un peu trop, ce qui fait que ça mettrait presque mal à l'aise en fait, parce qu'on se rend compte que poussé vraiment à l'extrême, l'écologie est certes radicale mais pas irréalisable en fait. Donc on comprend pourquoi c'est une source de terrorisme au niveau mondial et que les agences de renseignement privées s'y intéressent, parce que il y a des choses qui sont plausibles, hein, clairement. Au niveau de l'histoire, on va suivre Juliette, qui est une jeune militante écologique, idéaliste et un petit peu paumée dans sa vie aussi, qui est à la base recrutée pour une mission commando de libération d'animaux de laboratoire en Pologne, sauf qu'elle va décider d'aller plus loin et un peu malgré elle, elle va être emportée dans un projet meurtrier à l'échelle mondiale. Et en parallèle, on a aussi Paul et Kerry, qui sont deux agents de renseignement privé américains qui vont enquêter sur tout ça. C'est aussi un livre dans lequel on voyage pas mal, puisque parfois on est en Pologne, parfois on est au Cap-Vert, parfois on est au Brésil, parfois on est aux États-Unis. Mais c'est vrai que la plume de Jean-Christophe Ruffin est hyper agréable et ça passe tout seul. On a quelques petites montées d'adrénaline parfois qui sont un peu, comment on va dire, qui sont un peu alternées avec des moments plus calmes, un petit peu plus descriptifs si je puis dire. C'est quand même une jolie brique, hein, comme vous pouvez le voir, mais honnêtement j'ai pas vu le temps passer, ça a vraiment été une très bonne lecture. Les personnages sont aussi vraiment intéressants.
Je trouve qu'ils ont tous un rôle à jouer dans l'histoire. Alors par contre Juliette, clairement j'avais envie de la claquer à la fin. C'est un personnage qui est hyper complexe, que j'arrivais pas à cerner en fait. Je vois pas trop où elle veut en venir et ce qu'elle veut vraiment. Mais mis à part le personnage de Juliette, j'ai beaucoup aimé suivre la progression des autres. Deuxième livre qui va très certainement intégrer mon top 3 en fin de vidéo, L'un des nôtres de Willa Kayser, qui est une vraie pépite que je vous conseille chaudement de découvrir si vous ne le connaissez pas. Grosso modo, j'ai retrouvé dans L'un des nôtres tout ce que j'avais aimé dans Léon et Louise, que j'ai lu quelques mois auparavant. Le gros côté romance en moins, mais sinon on a une belle plume, on a la guerre en toile de fond. Vraiment, j'ai énormément aimé ce livre qui finalement n'est qu'une description en quelque sorte d'un personnage qui s'appelle Claude Wheeler, qui devait à la base reprendre la ferme, l'exploitation de son père dans le Nebraska et mettre un petit peu ce qu'il aime de côté, à savoir l'art, la beauté, la culture, etc. Et finalement la première guerre éclate en Europe et il décide de devancer l'appel, de partir sur le front. Donc on va le suivre aussi dans cette expédition. Et je pense que c'est un livre qui m'a énormément plu parce que Claude, c'est un personnage qui est très sensible, voire hypersensible, et du coup je me suis un petit peu retrouvée dans ses doutes, dans ses réflexions, dans le fait aussi qu'il voit des détails que les autres ne voient pas forcément, dans le fait qu'il s'émeut de la beauté, de la nature, etc. Enfin, c'est vraiment un personnage extrêmement attachant que j'ai pris plaisir à suivre dans ce roman. Et puis l'écriture de Willa Kayser joue beaucoup. Elle est considérée comme l'une des plus grandes autrices du XXe siècle. On comprend pourquoi quand on lit ses livres. Alors moi je n'ai lu que celui-ci, mais il n'est pas exclu que je me laisse tenter par d'autres parce que j'en ai un très bon souvenir. Je ne peux pas ne pas vous reparler encore de L'autre rive du Bosphore de Teresa Réveil, que je vous ai déjà présenté pas mal de fois ces derniers mois, parce qu'il a vraiment été une lecture incroyable de l'année 2018. On est en 1918, la Première Guerre mondiale se termine. À Istanbul, donc, qui est une ville traversée par le Bosphore, c'est le déchirement entre Orient et Occident. Et en parallèle, l'Empire ottoman tout entier est complètement démantelé et divisé entre les Britanniques d'un côté, les Français, les Grecs de l'autre, etc. Et on va suivre Layla Hanim, qui est une jeune femme épouse d'un secrétaire du sultan, qui va décider de s'engager dans la résistance et de se battre pour les choses en lesquelles elle croit, l'amour, la liberté, l'indépendance, etc. C'est un roman historique évidemment, mais c'est aussi un roman dans lequel on a un petit peu de romance. Tout est bien ficelé, tout se mêle à merveille. On a aussi des descriptions absolument magistrales de tout le folklore oriental, si je puis dire. Moi j'étais en adoration totale devant les descriptions qui sont faites d'Istanbul, parce qu'ayant visité la ville, il y a des lieux que je visualisais vraiment quand je lisais le livre. Au-delà de la plume de l'autrice qui est absolument délicieuse, c'est aussi un roman dans lequel les femmes ont un rôle extrêmement fort. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié aussi. On a aussi un peu de sororité, ça fait du bien. Bref, c'est un livre qui m'a complètement transportée de mon côté et que je ne peux que vous conseiller si vous avez envie d'un petit voyage en Orient le temps d'une lecture. Je vais terminer par des livres que je considère comme étant un message, si on peut dire. D'abord Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel, que vous devez probablement connaître puisqu'il est très connu, il a écrit pas mal de livres. C'est un spécialiste en sciences humaines et en développement personnel, et on comprend pourquoi quand on lit ses bouquins. Celui-ci c'est mon préféré parmi tous ceux que j'ai pu lire. Au niveau de l'histoire, on suit Alan, qui est un jeune américain qui vit à Paris et qui éprouve des difficultés à trouver sa place dans la société. Il a manqué d'une figure paternelle quand il était petit, sa mère l'a forcé à exceller dans des domaines, dans des activités que lui n'appréciait pas forcément. Son job ne le rend pas heureux non plus. Il avait une petite copine, Audrey, mais elle a décidé de le quitter. Donc un peu au bout du rouleau, il décide de mettre fin à ses jours et de sauter d'une poutrelle de la Tour Eiffel. Mais au dernier moment, in extremis, un homme donc, qui se fait appeler Dubreuil va le sauver. Et en échange va lui demander de faire tout ce qu'il va lui demander de faire. Donc Alan devra lui obéir un petit peu
aveuglément si on peut dire. L'histoire en elle-même est assez sympa, Alan est un personnage assez sympathique je trouve. Il y a même un petit suspense qui nous tient en haleine à la fin, on a vraiment envie de savoir comment ça va se terminer. À côté de l'histoire, on a évidemment une grande partie du roman qui est riche d'enseignements et de messages applicables à notre propre vie. Et là, on ne peut que reconnaître clairement le talent de Laurent Gounel pour nous faire passer comme ça des petits messages subliminaux, mais genre comme une lettre à la poste. Les romans de Laurent Gounel, ce sont les seuls bouquins où je surligne des passages parce qu'ils font vraiment écho en moi en fait. Ça résonne parfois très fort. D'ailleurs, j'ai gardé un petit passage que je vais vous lire, qui est, on va dire, applicable si vous ne vous sentez pas bien dans votre job, si vous n'êtes pas satisfaite de votre situation professionnelle. Je vous lis ça. Si tu savais le nombre de gens insatisfaits de leur situation professionnelle qui s'en plaignent et restent en poste. L'être humain a peur du changement, de la nouveauté et il préfère très souvent demeurer dans son contexte habituel, même s'il est très pénible, plutôt que de le quitter pour une situation nouvelle qu'il connaît mal. J'avance un petit peu. Ils ont des idées, des projets, des rêves, mais ne les accomplissent jamais, paralysés par 1000 peurs injustifiées, les pieds et les poings liés par des menottes dont ils sont pourtant les seuls à avoir la clé. Je vous laisse méditer là-dessus. Plus sérieusement, et comme je vous l'ai dit tout de suite, c'est vraiment un roman qui a fait écho en moi. J'ai eu l'impression d'ouvrir les yeux en fait sur des enseignements qui m'ont paru évidents quand je les ai lus, mais que j'avais pas forcément assimilés. Je sais pas si je suis très claire. Bref, c'est un excellent roman à message que je ne peux que vous conseiller si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est développement personnel, sans partir vraiment trop dans les choses perchées, si j'ose dire. Dans la série Contes, je ne pouvais pas ne pas faire une petite place à ceux de Luis Sepulveda dans cette vidéo parce qu'ils sont absolument fabuleux, notamment à celui-ci qui s'appelle Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. J'aime aussi beaucoup celui-là, mais encore une fois, je ne pouvais pas tout vous présenter, donc je vous le mentionne juste très rapidement. L'histoire du chat et de la souris qui devinrent amis. Pour celui-ci, donc, c'est l'histoire d'une mouette qui s'appelle Kenga, qui est prise au piège dans une nappe de pétrole et qui va venir se réfugier près du port d'Hambourg sur un balcon où habite un chat qui s'appelle Zorbas. Et avant de mourir, elle va faire promettre à Zorbas, ce fameux chat, de couver son dernier œuf, de protéger l'oisillon et de lui apprendre à voler. D'où le nom de ce joli conte. L'écriture de Luis Sepulveda est d'une sensibilité, c'est-à-dire que le truc se ressent dans chaque mot et limite dans chaque virgule. Je pense que vous l'aurez compris, c'est un conte dans lequel les animaux sont doués de paroles, qui plaira autant aux petits qu'aux grands et dans lequel on retrouve des thèmes universels comme la solidarité et l'entraide, même dans la différence. C'est vraiment un hymne à la tolérance, ce conte. Je ne peux que vous le conseiller. Un peu dans la même veine, j'aime aussi beaucoup les contes de Frédéric Lenoir, notamment celui-ci qui s'appelle Cœur de cristal, qui est une véritable petite pépite d'optimisme. C'est l'histoire d'un prince qui est incapable d'aimer parce que son cœur est enveloppé dans une coque de cristal. Donc il décide de partir parcourir le royaume pour trouver la femme qui permettra de libérer son cœur, puisque seul un amour puissant et brûlant est capable de le faire. Et en même temps, il y a aussi un très lourd secret qui pèse sur sa naissance. C'est un petit conte qui nous amène à réfléchir sur l'amour, sur le deuil aussi, sur notre relation aux autres. Il y a pas mal de petits messages qui sont cachés comme ça en filigrane de la lecture. C'est vraiment quelque chose qui se lit très bien, très vite. Moi je sais que je l'ai lu entièrement d'une traite. Ça reste un conte, donc il a forcément un petit côté un peu naïf et gentillet, mais je trouve que c'est typiquement le genre de lecture de laquelle on ressort avec une bouffée d'optimisme et d'espoir. Je suis en train d'essayer de faire mon top 3, mais en fait il y en a d'autres que j'aimerais intégrer, mais mon top 3 est déjà fait. Je vais vous faire un top 3 et en bonus, je vais en mettre 2 autres, façon top 5. Pour le top 3, donc, Léon et Louise d'Alex Capu. Non mais je vous ai dit, au-dessus c'est le soleil. Lisez ce livre, vraiment. En deuxième, L'un des nôtres de Willa Kayser. En troisième, L'autre rive du Bosphore de Teresa Réveil.
Et je vous ai dit en bonus, si je devais faire un top 5, Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg et Le parfum d'Adam de Jean-Christophe Ruffin. Ce sont des livres qui sont assez différents en termes de style, mais avec lesquels j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, n'hésitez surtout pas à laisser en commentaire vos derniers gros coups de cœur à vous, côté lecture ces dernières années. Je serais ravie d'aller regarder tout ça. Je vous embrasse bien fort, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à bientôt.